Voici l'épisode 298 de votre rendez-vous hebdomadaire avec une certaine actualité technologique. Ce sont comme toujours nos chroniqueurs qui sélectionnent ces informations et les compilent dans notre revue de presse. Au sommaire cette semaine, la série noire qui continue chez OVH. Fedora 34 sortira fin avril, mais la bêta est déjà disponible. Les fans de la Shield s'inquiètent puisque Nvidia pourrait arrêter de produire la puce Tegra. Samsung dévoile de très grosses et de très rapides barrettes de RAM. Une nouvelle image du trou noir et de son chaos magnétique est également au programme. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. 298e épisode, la 300e s'approche forcément, de semaine en semaine, ça vous l'avez bien compris. D'entrée de jeu, je vous le dis, abonnez-vous, mettez des pouces, laissez des commentaires, enfin les commentaires ça peut attendre un tout petit peu, écoutez ce podcast, profitez-en également en vidéo sur YouTube et en direct, si vous nous regardez en direct sur Twitch, soyez les bienvenus également, je vois que vous êtes déjà nombreux. Tout est relatif évidemment, parce que voilà, mais quand même c'est bien. Nos chroniqueurs du jour sont ceux-ci. D'un côté, j'ai un Sébastien Barbu. Et chevelu. Et de l'autre côté, j'ai un David fatigué, parce que c'est la nuit, là où il se trouve, en Thaïlande, Bangkok, il fait chaud et il est fatigué. Ça doit pas être simple tous les jours, comme quoi, nos chroniqueurs se dévouent. Corps et bien. On salue ceux qui nous ont laissé quelques commentaires la semaine dernière, à savoir William, Cubignol, Didier Dereau, Sébastien Boireau, Mohamed, c'est une seule et même personne, Jax, Piper Salbert, JF Didier, Sony avec 2 N, Jean-Michel Rému, Xavier Wautier, Éric Bourdin, Nico Mouk, Steph V, 626, ainsi que Timal. Merci à vous de laisser des commentaires, donc, une fois de plus, des commentaires, on va dire, intéressants, intelligents, sur lesquels on a envie de rebondir, des commentaires qui créent une animation, mais aussi des conversations, c'est ça qu'on aime chez les technos. Vous avez un truc à dire, tous les deux, ou, enfin, l'un ou l'autre, plutôt, pas en même temps, avant de démarrer, voilà, un doigt se lève, celui de Sébastien, dis-moi. Oui, je suis désolé si on est en retard. C'est de sa faute. C'est ma faute. C'est sa faute, c'est sa très grande faute. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Quand on le regarde sur YouTube, on s'en fout. Oui, c'est ça. Sur Twitch, voilà, c'est ma faute. Ouais. Alors, si, quoi qu'il en soit, je tiens à signaler que même sur YouTube, on est des fois en retard, parce qu'avant, on publiait ça assez rapidement, et depuis 2 semaines, YouTube nous fait un drôle de truc, c'est qu'ils nous surveillent de très très près. À mon avis, ils sont 4 ou 5 à regarder chaque épisode du début jusqu'à la fin plusieurs fois, parce que la vidéo est rarement disponible avant le lendemain matin, 9h. Donc voilà, autant le savoir. Abonnez-vous au podcast audio. Là, je peux vous dire que dans la demi-heure qui suit l'enregistrement, en général, vous avez le podcast à disposition. Vous pouvez le télécharger et déjà le réécouter si vous avez envie. Il n'y a aucun souci. Donc, sachez-le, si vous nous écoutez en podcast, vous n'êtes pas du tout lésés. En général, vous pouvez déjà nous écouter dans la soirée du jeudi. Tout dépend évidemment de votre plateforme de podcast, de votre application, si elle rafraîchit assez rapidement les flux, etc. Et donc, voilà. Mais nous, on fait le maximum en tout cas pour être audible le plus rapidement possible. On peut directement entamer notre abécédaire alors du coup, je pense. C, la lettre C comme Chrome, Sébastien, Chrome qui passe à l'HTTPS par défaut. C'est vrai que c'est une question qu'on s'était pas vraiment posée parce que maintenant Google de son côté ne référence plus que des adresses, si je ne dis pas de bêtises, qui ont une adresse en HTTPS, mais les navigateurs, eux, ils acceptent encore tout et n'importe quoi, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait quelques années que Google a lancé le train pour abandonner l'HTTP, qui, voilà, au début c'était quand même encore un peu chaud parce que les certificats coûtaient encore un avion de chasse. Maintenant il y a moyen d'avoir des trucs gratuits ou pas chers, mais en tout cas gratuits très clairement, avec Let's Encrypt. Et tout automatisé, donc voilà, c'est assez facile pour un sysadmin d'avoir de l'HTTPS, donc ça tout ça a fait évoluer le bousin, mais effectivement jusqu'à aujourd'hui, quand tu prends ton petit brouteur, que tu tapes, au lieu de mettre HTTPS machin w. Quand tu tapes juste le nom du site, il va par défaut en HTTP. Et la plupart des sites vont rediriger en HTTPS derrière en disant bon ben non, et HTTP c'est pour les vieux, ou alors ils ont
une petite config qui dit au navigateur non mais ça sert à rien de venir en HTTP, je suis d'office en HTTPS, mais ça il y en a pas partout. Mais donc par défaut tu as d'abord une première requête qui ouvre une page en HTTP qui te renvoie non viens en HTTPS et tu réouvres une page. Donc la première fois que tu ouvres le site, bon bah voilà, il se peut que tu aies déjà perdu de précieuses millisecondes pour ouvrir ta petite page. Et eh bien les gars de Chromium ont décidé que à partir de la version 90, la prochaine a priori, je sais pas à quelle version on est, mais comme c'est une version par jour quasi chez eux, et bien à partir de la 90, on est à la 89, par défaut, ce sera de l'HTTPS. Okay. Donc on va déjà gagner des échanges. C'est peut-être pas grand-chose évidemment pour Monsieur Tout le Monde parce qu'on a gagné, on n'a pas gagné grand-chose à son niveau. Par contre, si on fait ça fois des millions de navigateurs, fois des dizaines de requêtes tous les jours, bah ça fait beaucoup probablement de bandes passantes gaspillées pour aller d'office sur l'HTTPS. Ouais. Donc voilà, c'est tout con, mais c'est pas mal. Voilà. De ressources pour les serveurs aussi, parce que finalement c'est une redirection. Quand on tape simplement HTTP, mais normalement, mais normalement quand ton brouteur est habitué d'aller sur le même serveur, les redirections, il garde en cache certaines redirections, en disant celle-là je sais que d'office, parce que tu peux avoir deux types de redirection, une redirection temporaire, le site a pété parce que le serveur a brûlé. C'est des choses qui, de nos jours, pouvaient arriver. C'est pas de la science-fiction. Et donc, ça, c'est une redirection temporaire, donc il revient vérifier à chaque fois. Ou une définitive, là, tu te dis, OK, ça sert à rien, il est en cendre, va ailleurs. Donc, la définitive, effectivement, les navigateurs gardent la définitive en disant, OK, c'est bon, on va éviter les allers-retours. Quelqu'un nous fait la remarque, est-ce que Firefox faisait pas déjà ça avant, enfin depuis quelques temps? C'est une bonne question parce que c'est vrai que finalement on fait plus trop gaffe à ça en fait. Hein. C'est devenu habituel. Il y a juste quand on voit que le petit cadenas n'est pas là ou on se dit tiens là il y a un problème, je suis pas sur la bonne adresse. C'est une bonne question, mais il y avait un autre point que Google avait annoncé qui n'est pas encore mis en place, c'était qu'ils allaient t'alerter quand tu allais sur de l'HTTP en disant attention, tu vas sur un site qui est tout nul, tout vieux, et je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, peut-être dans la 400e, on dise il n'y a plus d'HTTP, il n'y a plus que de l'HTTPS, et que ça ne soit plus autorisé tout court. Ce qui ne semblerait pas non plus totalement impossible. Ouais. Vous tapez lestechno.be, normalement ça va au bon endroit. Je dis bien normalement. Non, je pense que j'ai encore vu un HTTP. C'est possible. Il y a quelques semaines. En le disant, je me suis dit, tiens, je me demande si j'ai bien configuré ce machin-là. Je devrais aller voir, mais voilà, c'est pas impossible en fait. Donc n'essayez pas. Enfin, si, allez-y, mais ne jugez pas. c'est ça que je veux dire. Ne soyez pas juge. Je sais pas si David avait un truc à rajouter sur cette petite brève. Hein. C'est pas non plus, c'est pas l'information de l'année, quoi. Mais je pense que pas grand monde ne va avoir de différence, vu que, comme Seb le disait, la majorité des sites redirigent automatiquement vers la version HTTPS. Ça va être une économie de ressources. Par contre, je ne suis pas certain que les navigateurs vont bloquer complètement l'HTTP parce qu'il y a quand même tout ce qui est le matériel local, le routeur Wi-Fi, la configuration de tout ça qui se fait en local et qui se fait en général dans HTTP par défaut parce qu'évidemment, il n'y a pas de certificat installé sur le matériel local. Donc, maintenant, d'un autre côté, je suis d'accord, et on vous a la même remarque sur Twitch, attention, c'est pas une solution pour du local. Maintenant, pour accéder à la config d'un routeur, d'un switch ou de matos, la plupart des devices récents, ils te le balancent en HTTPS, ils te proposent d'installer un certificat sur le matos pour que justement t'aies pas de problématique, et d'avoir la config en HTTP, t'es toujours susceptible de te faire choper la config au passage. Donc, ok, ça poserait des problèmes, effectivement, si on dégage la HTTP, mais je suis pas contre. Ça peut être gênant pour un intranet, par exemple, en entreprise. Écoute, tu peux toujours mettre un certificat. Hein, oui, c'est vrai. Tu mets un host, ok, c'est du boulot, mais c'est pas impossible. Ok, bon, voilà. On a fait bien le tour de Chromium 90. Bientôt, on vous parlera de Chromium 91. C'était le podcast de Chromium. On va prendre un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Comme espace David. Le fameux trou noir.
On a des nouvelles. Le fameux trou noir, oui. Ouais, C'est un dessert, ça, non? Oui, c'est ça. Non, c'est pas un C'est trop apéritif. normand. C'est un pouce café. Ça, c'est le pouce café. Ça, c'est un pouce café. Non, ici, C'est un donut géant. c'est vraiment c'est un énorme donut, effectivement, ce fameux trou noir dont on a des nouvelles. Et alors, excusez-moi, avant qu'il commence, ça me fait quand même poiler. C'est le trou noir. Et alors, la source je fais la petite promo. Vous pouvez voir toujours toutes les sources sur le site. C'est quand même sur The Verge. Oui, d'accord. Alors, après, on s'étonne qu'on n'ait pas de chroniqueuse et peu d'auditrices, mais c'est pas grave. Donc, je vais rester avec David, bon, on va rester dans notre coin. Alors, ce sont de nouvelles, c'est pas un nouveau trou noir, ce sont de nouvelles images de ce trou noir qui sont riches d'enseignements, manifestement, pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, donc c'est le fameux trou noir qui avait été pris en photo en 2019, qui avait fait le buzz dans les news. Une photo qui était très moche et très floue, où on voyait pas grand-chose. Et ils ont sorti une nouvelle photo qui a été faite en lumière polarisée, où là maintenant on voit qu'il y a toutes des stries dans le... C'est flou. Dans l'entourage. Oui, c'est moins flou que celui d'avant. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un grand pas en avant, parce que quand on voit d'où on vient et ce qu'on a quand même un peu plus sympa maintenant... Je l'ai pas l'ancienne photo, ça aurait été intéressant de... Oui. Je laisse continuer. Elle est plus bas dans l'article, en fait. Ok, d'accord, ok. Oui. On va les regarder. Ah oui, c'est clair, oui. Effectivement, c'était... Ça change tout, hein. Mais oui, mais non, mais ça, c'était avant, et ça, c'est maintenant. Et là, on voit qu'il y a effectivement qu'il y a un effet, un effet de strie dans le. Il a mis la focale sur le dessous, mais il y a encore un peu de flou au-dessus. Hein. Voilà, c'est un peu, oui, c'est ça. Vas-y, David, t'inquiète, ça va aller. Donc, c'est la signature de champ magnétique. Donc, ça a été pris en lumière polarisée et les stries indiquent qu'il y a des champs magnétiques. Et ça permet d'améliorer la compréhension sur les trous noirs, parce que bon, pour les scientifiques, les trous noirs sont une énigme et quelque chose qu'ils espèrent aura des réponses à pas mal de choses sur la création de l'univers, sur tout ça, et également que les trous noirs, apparemment, celui-ci éjecte des jets de matière, et la taille du jet est plus grand que la galaxie au milieu duquel le trou noir est. Donc, voilà. Ça pourrait être un... oui, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. C'est qu'on apprend qu'il y a une espèce d'une espèce, ils appellent ça une soupe magnétique, hein, un espèce de mélange de toutes sortes de signaux électromagnétiques à l'intérieur. Enfin, en tout cas, c'est ce que montre l'imagerie en l'occurrence, et que donc eux vont en tirer des enseignements. Alors, ça se passe à un niveau de voilà, c'est juste pour dire là pour le coup, moi je botte en touche parce que j'y comprends pas grand-chose. Je trouve ça juste magnifique de pouvoir tirer autant d'informations de ce type de photos, parce que quand on regarde, forcément, ça prête un peu à sourire. Il faut être honnête aussi. Monsieur et Madame tout le monde, et les Monsieur tout le monde que nous sommes aussi, bon, on y voit quoi effectivement, un problème de focale quelque part, ou alors un nouveau filtre sur After Effects qui pourrait donner des résultats similaires. Mais en même temps, comme ça vient de loin et on nous jure mordicus que c'est une vraie photo d'un trou noir qui se trouve à combien de milliers de kilomètres, de millions de kilomètres d'années-lumière, je ne sais plus. 55 millions d'années-lumière. Voilà, donc ça a quelque chose de magique malgré tout. Loin. Oui, c'est ça, c'est pas à côté de la porte, on va pas y aller tous les jours. Donc arriver à faire une photo, j'allais dire de cette qualité, à une telle distance, alors que Sébastien, par exemple, faut pas se leurrer, il est un petit peu flou. Et la caméra est à 1 mètre. Donc voilà, c'est pas à toi qu'on confierait une telle mission, tu vois. Non, par contre, pendant que David parlait, j'ai eu le patron de Samsung qui est au téléphone, qui annonçait que sur le Samsung 22, ils seront capables déjà de faire aussi des photos de trous noirs. Ils vont y aller sur le zoom. Pour ceux que ça passionne. Terrestre alors.
Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Pour ceux que ça passionne vraiment, je pense que effectivement l'article qu'on va vous mettre en description, c'est un point d'entrée. Après, allez vous renseigner, documentez-vous, parce que c'est certainement passionnant. Moi, j'en doute pas un seul instant, mais c'est un peu, ça dépasse un tout petit peu nos compétences. Il faut le reconnaître. Il faut être Ouais, au boulot, humble faites sur le coup. attention. Mettez quand même le filtre adulte. Parce que sinon, t'es quand même mal barré, quoi. Eh ben, Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur le trou Ah non, voilà, c'est super. je demandais à David, arrête de pourrir le sujet de David, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un truc à rajouter? Je dirais tout simplement que comparé à d'autres photos, par exemple de galaxies qu'on prend qui sont aussi à quelques dizaines, centaines, voire millions d'années-lumière, Ouais. un trou noir, c'est relativement petit. Tandis qu'une galaxie a un diamètre qui fait déjà Ouais. quelques centaines Ouais. de milliers d'années-lumière. Le trou Donc, noir est petit. c'est un peu comme si on comparait à prendre la photo d'un microbe comparé à la personne sur laquelle il est. Voilà. Donc, Donc voilà. c'est encore plus précis. On va passer à autre chose parce que on le tient plus l'autre. Quand on pense, je le disais encore la semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous a fait la remarque en disant que on devait parler sérieusement de technologie parce que il n'y a pas de place à l'humour ni à des blagounettes de youtubeurs de base. Voilà, on se retrouve bien bloqué. Et après, moi, je dois gérer cette communauté. Facile. J'ai comme GPU. C'est qui s'y colle? C'est David. Tu vas lui pourrir aussi son sujet GPU Avec plaisir. C'est n'importe quoi. RTX, on a déjà parlé de ça, mais c'est pas fini manifestement. RTX 3060, c'est une des cartes Nvidia sorties sur le marché qui était supposée empêcher le minage de crypto-monnaies. Voilà. Et rebelote, on l'a de nouveau craqué, quoi. Et c'est moi qui en avais parlé, je pense, c'était il y a 3 semaines, et j'avais déjà dit qu'il y avait déjà des alternatives comme miner d'autres coins que l'Ethereum, parce qu'il ne bloquait que ça. Et bien sûr, ça n'a pas fait long feu, et en fait, le premier responsable, c'est Nvidia eux-mêmes, qui ont laissé passer dans la nature un driver bêta où la protection n'était pas activée. Maintenant, cette protection est en plusieurs parties. Donc, il y a le driver qui était soi-disant inviolable avec le kernel de la carte et tout ça. Bon, apparemment, un bad driver, c'est parti. Ils ont une deuxième protection qui est que si la carte n'est pas dans un slot PCI Express avec Willing PCI Express, tu ne peux pas avoir plus qu'une seule carte qui fonctionne en même temps pour faire du minage. Il faut savoir que les gens qui font du minage en masse, en général, ils branchent sur un ordinateur, ils branchent 6, 7, 8 cartes et ils utilisent des riser PCI. Donc, ce sont des connecteurs sur les petits ports PCI avec un petit câble plat et avec un grand connecteur pour mettre la carte graphique dedans et une alimentation et tout ça. Bon. Il existe des cartes mères qui ont 6 ports PCI Express 8 fois, donc ça, c'est pas ça qui bloque. Et un autre souci qu'il y avait, c'est qu'il fallait qu'il y ait un écran de brancher la carte graphique. Alors quand on a 6 cartes graphiques dans l'ordinateur, il faut avoir 6 écrans de brancher en même temps. Et si on a 10 machines dans la pièce qui tournent avec 6 cartes graphiques chacune, avoir 60 écrans, c'est pas très pratique. En fait, il existe des petits dongles HDMI, donc c'est de la taille d'une clé USB. Qui se branche sur un port HDMI et qui simule un écran. Donc c'est un faux écran qu'on branche dessus et la carte est trompée et pense qu'il y a un écran et ça permet de faire sauter à 100% les protections de Nvidia. Donc les gamers peuvent avoir peur, ils n'auront pas de carte pour jouer d'ici peu. C'est ça, voilà. Donc, une fois de plus, Nvidia qui fait trop bien le boulot et qui laisse fuiter des informations quand même capitales. C'est des cartes qui sont au départ faites effectivement pour les gamers, essentiellement, ou les gens un peu comme nous, un peu frappadingues, qui faisons de la vidéo sur PC, par exemple, et qui ont besoin de ressources graphiques importantes. Voilà, c'est un peu gênant. Qu'en pense Sébastien, s'il y a un truc sérieux à dire ou intelligent ?
J'ai un truc tout à fait sérieux à dire, c'est qu'ils ont fait une annonce il y a quelques jours des performances de leur première carte de minage. Et en fait, parce qu'effectivement, le but d'NVIDIA, Oui, c'est pas juste de protéger le marché, c'est de vendre d'autres cartes à côté et oui, qui c'est ça seraient sur des l'idée. Hein. performances qui Ouais. seraient voilà, plus ou moins du double pour un pricing qui n'est pas encore confirmé, c'est genre 700-800 € probablement. Donc après, c'est une question de coût versus opportunité. Si ça coûte pas grand-chose en différence et que c'est totalement acceptable, ma foi. Et en fait, ce qui semblerait utiliser, c'est une ancienne architecture qu'ils avaient plutôt pour serveurs qui essayent de ressortir Ah pour oui. ça. Ouais. Donc voilà, on peut ressortir le sujet si ça intéresse, mais On l'avait un peu voilà. évoqué déjà, hein, ça, il me semble, David, dans un épisode précédent Mais où tu en avais parlé. Ouais. euh, par contre, là-dessus, j'ai une information un peu plus à jour parce que j'ai lu justement un article hier qu'ils ont sorti une nouvelle carte pour le mining qui est plus performante, qui elle monte à 220 millions de hash à la seconde. Et là, ils avaient un pricing. Et bon, je vais pas dire de bêtises, mais c'était du genre 5 000 $ ou 6 000 $. Et dans l'article, il disait avec la 3060 GTX qui est craquée, ça revient le tiers du prix d'avoir la même puissance de H avec la 3060. Donc, Ouais. ils se sont tiré une balle dans le pied. Pour répondre à William sur le chat qui s'interroge de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas vendre leurs cartes, c'est pour justement ne pas bloquer tout un marché qui est celui justement du jeu vidéo au profit uniquement des mineurs de crypto-monnaies. Ils veulent un peu séparer les marchés et pour ça ils ont fait des cartes spécifiques pour les mineurs et des cartes, les fameux RTX dont on parle pour les gamers. Et comme on vient de l'expliquer, eh bien, il y a un petit problème de gestion, on va dire, du patrimoine Ouais. entre les utilisateurs, entre utilisateurs qui sont forcément concurrentiels sur le coup. Quoi. Bon, C'est ça. après, Il y a faut surtout être une réaliste, hein. pénurie de, il y a une Oui. pénurie de matières premières Aussi, dans oui. tout ce qui est électronique. Oui. Et d'ailleurs, c'est Samsung qui a annoncé cette semaine que ils allaient probablement arrêter les Galaxy parce que ils Oui. n'ont pas la possibilité de sortir un nouveau modèle. Il y a une pénurie On dans tout le marché y électronique. reviendra, ce sujet-là, parce que, à mon avis, dans un épisode prochain, ou peut-être même dans un hors-série, parce qu'effectivement, cette pénurie est de plus en plus apparente. Je pense que c'est chez Volvo, ils ont dû arrêter une chaîne de production parce qu'ils n'avaient plus de semi-conducteurs, enfin de composants électroniques pour pouvoir terminer les voitures. Donc, ça devient vraiment problématique. Enfin, il y a des problèmes plus graves dans la vie, vous me direz, mais pour l'industrie, c'est en tout cas très problématique. Sébastien, pour conclure peut-être. Je ne sais plus. Ah. Je t'écoutais. Oui, bien sûr. Mais oui, je vais mettre un jingle. Vous allez voir. Je vais mettre la lettre suivante. Je vais lancer le sujet. Et puis là, il va dire, je sais. Il va se rappeler à ce moment-là. Ou alors il se rappellera pendant un sujet de David. C'est possible aussi. T'es sûr, hein? Non, Certain. ok, d'accord. L comme Linux. On parlait de Fedora 34, je le disais en introduction, la bêta est déjà disponible, avant bien sûr la sortie de la release, que ce sera à la fin du mois d'avril, Sébastien. Oui. Youpi. C'est cool, hein. Bon, alors, je sais, ça amuse pas beaucoup de gens, et c'est pas toujours la distribution la plus populaire, mais m'en fous, j'aime bien, et puis je sélectionne le sujet qui me plaît. Hein, Exact. et c'est de la technologie, et ça me plaît parce que, voilà, il y en a 2 par an. Ici, c'est la première distribution desktop grand public, parce que ça reste du grand public, la Fedora quand même aussi, qui débarque avec la GNOME 40, qui est sortie il y a quelques heures à peine, elle est encore toute chaude. Donc voilà, ça débarque. Qu'apporte GNOME 40? Beaucoup de modifications visuelles, parce que sinon, en fait, ils ont revu beaucoup d'applications. C'est beaucoup de design, c'est beaucoup d'améliorations sur l'UI. Ils ont arrondi plein de petits trucs. Fondamentalement, il y a pas autant d'améliorations que je trouve, hein, parce que après chacun défend sa sauce, que sur la version précédente, parce que sur la version précédente, il y avait eu énormément de boulot sur la performance, et il y avait vraiment eu un gros gap. Ici, a priori, non. Maintenant, bon, que ton desktop soit plus sympa, ma foi, c'est toujours plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les gros trucs en Fedora 34? Il y a le BTRFS avec une compression transparente. Alors, je ne suis pas super chaud, mais
parce que BTRFS, c'est un Faut système. préciser ce que c'est peut-être parce que tout le monde n'est pas. C'est un système de fichiers. Donc D'accord. sous Windows, on avait de la FAT à l'époque, FAT32, et puis Mhm. tous vos disques maintenant sont en NTFS. Sous Linux, t'as du XFS, t'as de l'Ext4, bon voilà, du BTRFS qui est assez récent et surtout utilisé chez Synology. Voilà, mais Ah oui. bon voilà, c'est encore trop récent que pour être toujours stable. Alors en desktop, ok, en serveur, bof, et même en desktop, je t'avoue que voilà, j'aime bien les nouveautés, mais sur celle-là, j'attends que les autres se cassent la gueule, et puis dans 5 ans, on en reparle. Donc, en attendant, tu vois, c'est quand même ton système de fichiers, donc voilà, voilà. Ouais. Autre truc qu'ils ont changé, et là honnêtement, si ça casse, je m'en fous complètement, chacun son truc, c'est Mhm. qu'ils ont changé tout le système audio. La plupart des distributions sont sur Pulse Audio, et on change vers Pipewire. Ne me demande pas toutes les explications. A priori, je vais te dire honnêtement, je m'en fous, c'est de l'audio. Mais, tu vois, Ouais, et sur mon PC ne sort jamais un seul son, donc je m'en tape. Oui, c'est ça, mais il faut quand même rappeler un truc, il faut être précis là-dessus, c'est que... C'est qu'un podcast sans son, ça marche pas. Ouais. Voilà, il y a ça d'une part, et d'autre part, si on veut que Linux rentre de plus en plus chez les gens qui font, les créatifs, qui font de la vidéo, qui font de l'audio, etc., bah, c'est important qu'il y ait des pilotes audio ou des drivers audio qui fonctionnent correctement aussi sous Linux. Sans ça, bah, ils iront jamais, ils resteront sur PC ou ils resteront sur Mac éventuellement, mais ils n'iront jamais, ils seront toujours tentés. C'est souvent la critique qui est faite, hein, d'ailleurs, c'est bah, sur Linux, il n'y a rien en matière de vidéo, d'éditeur vidéo, alors que moi je sais qu'il existe des choses, mais ça ne se développe pas, ça ne grandit pas. Pourquoi ? Bah parce que c'est mauvaise, il y a une réputation de machines qui sont pas faites pour ça. Bah, c'est un peu dommage. Bah oui, alors c'est vrai que tu as raison, en tant qu'éditeur vidéo, il y a pas mal de trucs, mais pour quelqu'un qui est débutant, qui veut une interface simple pour pouvoir faire du montage, prendre 2-3 petites photos, faire un petit effet, etc., ouais, c'est pas toujours évident. Oui, bah ça, taper en ligne de code dans FFmpeg les commandes pour y arriver, c'est pas très sympa, effectivement. C'est pas très sympa. Non, il y a des trucs, mais visuellement, c'est vrai qu'on n'a pas autant de trucs commerciaux faciles comme sur Windows ou sur Mac, et clairement Apple là-dessus est bien supérieur. Ici, on parle vraiment plus d'avantages techniques. La nouveauté sur le Pipewire, c'est effectivement le support de... Excusez-moi si je dis conneries, franchement, l'audio, je le dis bien, c'est pas mon trip. De supporter des latences basses pour tout ce qui est audio pro. Ouais. Voilà. Donc apparemment, ça améliore le support. Important. C'est super important parce que, voilà, je vais te donner un exemple et je vais le donner à tout le monde en même temps, parce que pour les néophytes, hein, ceux qui savent et vont dire, bah oui, bien sûr, évidemment, c'est important. C'est que quand tu veux, par exemple, bah, tu enregistres un morceau de musique, par exemple, dans un outil multipiste. Tu vas commencer par enregistrer la batterie, puis tu vas rajouter la basse dessus. S'il y a un décalage, s'il y a un temps de latence entre la batterie et le moment où tu enregistres la basse, bah, ta basse, elle sera jamais calée. Il faudra toujours aller la recaler après, à la main, machin, etc. Donc c'est important d'avoir le chant, par exemple, à partir du moment où tu poses une voix dessus, si elle n'est pas bien placée dans les temps, bah, s'il y a un décalage, ça va pas être possible. Et puis il y a le monitoring aussi, ce que tu entends. Si tu l'entends avec un décalage trop important, c'est juste impossible de s'exprimer, ou même de jouer un morceau de musique, ou etc., etc. Voilà pourquoi les temps de latence, c'est super important. Oui, tout à fait. Maintenant... David. Si tu joues de la musique sur un clavier MIDI et que tu as ton synthétiseur sur l'ordinateur et qu'il y a un temps de latence de 20 millisecondes, tu tapes sur la touche, il y a une latence, tu l'entends, et alors quand tu commences à jouer, tu essayes de te caler au rythme de ce que tu entends, et ce qui fait que tu commences à ralentir tout doucement. Oui. Donc, et sous Windows, avec le matériel grand public, c'est très difficile d'avoir un temps de latence correct. Il existe des drivers spéciaux, mais c'est une problématique très 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 réelle. Eh bien, Fedora 34 installe sur sa petite machine et on en reparle. Oui, bah, écoute, j'ai une machine. Okay. J'ai une machine, je l'envoie à Bangkok. Sous quel nom Bon, allez, on peut. Voilà, on est un peu sorti. 6 minutes sur du libre, 6 minutes. Vous avez vu, tu vois, la barre 6 minutes sur Fedora. C'est terrible.
Il m'avait dit j'y arriverai un jour, j'y arriverai. Je me rappelle. Ah, Je me rappelle ce que je voulais dire, il y a de vos sujets. je savais que ça arriverait à un moment ou à un autre. Je me rappelle. Ouais. Bon, allez, vas-y, après on donne la parole à... Je savais que t'allais pourrir le sujet de David, ça je le savais. Oui. Votre truc avec les dongles, ça vous rappelle pas un truc de quand on était jeune, c'est-à-dire il y a quelques dizaines d'années, les trucs que tu étais obligé de mettre sur un port parallèle sur ta machine pour avoir le droit d'utiliser un logiciel, des trucs qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Oui, effectivement. On parlait de musique justement et de musique assistée par ordinateur. Je pense que c'est Steinberg qui avait une solution comme ça où il fallait mettre un espèce de dongle sur le port parallèle, me semble-t-il. Voilà. Et il fallait surtout pas le retirer à chaud parce que sinon tu pètes à tous les coups ta machine. Pour ta carte mère. C'était terminé. Et on ne branchait pas le clavier à chaud non plus, on ne pouvait pas. On pouvait pas. De notre jeune temps, on pouvait pas. Non, ça pouvait pas faire. On pouvait rien faire à chaud, en fait. C'était... Ouh là là, monsieur. N comme Nintendo, David. Super Nintendo World est ouvert, manifestement. Tout bleu ou tout... Voilà, donc c'est un parc d'attractions qui était annoncé et qui a été retardé depuis plusieurs années. 5 ans de délai en fait, et c'est un parc qui a ouvert au sein d'Universal Studios Japan à Osaka, donc au Japon. Il s'est ouvert évidemment dans des conditions loin d'être idéales, en pleine pandémie. Il était originellement prévu de sortir juste avant les Jeux Olympiques de 2020, qui ont été reportés à 2021 et qui ont été encore reportés encore une fois. Et voilà, il est ouvert. Apparemment, c'est une expérience qui est incroyable et qui pousse les limites de la technologie. Le parc est principalement en plein air, donc ça c'est pour la question de la pandémie actuelle, mais le Japon a été moins touché que le reste du monde, question pandémie. Ils ont même aménagé des zones sans masque, donc où on peut enlever son masque en s'asseyant sur des bancs à distance les uns des autres. Bon, maintenant pour ce qui est plus intéressant, c'est de l'aspect technologie. Donc, à l'entrée du parc, on a la possibilité d'avoir un bracelet. Il n'est pas obligatoire, mais il permet de participer à toutes les activités. C'est un peu comme un jeu vidéo géant. Donc, on doit faire un pairing de son bracelet avec un code QR sur une application smartphone, et ça permet de tout au long du parcours du parc de faire une collection de stamps, donc des timbres, et avoir un score d'équipe. Le score d'équipe dépend du bracelet qu'on a. Il y a plusieurs bracelets. Il y a un bracelet Mario, il y a un bracelet Peach, il y a un bracelet Yoshi, etc. Et il y a un tableau de score qui indique le score des différentes équipes et les scores personnels. Il y a des images qui apparaissent sur des murs, donc sur des affichages électroniques, des images secrètes. On doit scanner son bracelet à certains endroits. Il y a des stamps qu'on peut obtenir selon la performance de certaines attractions. Une attraction qui est spécialement bluffante, c'est Mario Kart. Donc c'est du kart, mais avec un casque de réalité augmentée. Donc on fait sa course dans le kart et on a une course virtuelle devant soi où on peut tirer sur les adversaires. Il paraît que c'est assez impressionnant. Il y a une autre attraction qui est aussi fort intéressante, qui est Yoshi Adventure. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails. On peut le voir dans l'article, on peut voir des vidéos qui ont été faites. Il y a évidemment des gift shops, il y a de la nourriture spéciale, comme par exemple une pizza mushroom, power mushroom pizza. Il y a tout un tas de choses très intéressantes. Un autre truc intéressant, c'est qu'ils ne vendent pas de console. Donc on ne peut pas aller là-bas et espérer acheter une Nintendo Switch ou quelque chose comme ça. Ils ne vendent pas de jeux vidéo. On est dans le jeu vidéo, mais ils n'en vendent pas. Donc c'est vraiment, ils ont exploité la licence, mais à fond, enfin toutes les licences qu'ils possèdent, mais à fond les ballons. Je suis persuadé, moi, qu'il y a un public pour ce genre de parc, clairement. Mais moi, je suis pas client, très honnêtement. Mais ça, c'est personnel. Mais peut-être que Sébastien, il s'y verrait bien.
Ouais, moi, je suis client. Ça, honnêtement, Ouais. ça m'amuse. En plus, on est plus sur un parc à atmosphère, plus que sur des trucs à sensations fortes où, bah, tu vois, où là, ok, Oui, tu, oui, c'est tu vas te ça. faire. Donc, Défoncer. je trouve qu'un truc avec une histoire, Ouais. un environnement, quelque chose de construit, réfléchi, comme il y a en Hollande. Hein. En Hollande, il y a Oui. Efteling qui a vraiment. C'est un départ que j'ai apprécié le plus avec mes gosses parce qu'il y a vraiment cette recherche d'avoir un univers, même s'il y Mhm. a deux, trois trucs un peu plus forts, il y a vraiment voilà, t'es dans un monde spécial pour ta journée. Donc oui, effectivement, je trouve ça assez sympa. Et il y en a un autre, je sais pas si David a vu, qui devrait arriver, mais on n'a pas encore posé la moindre brique et on n'a pas encore signé le contrat, que je ne me trompe. Mais il y a Lego World qui devrait arriver en Belgique sur l'emplacement de Caterpillar. Ah oui. Donc peut-être Legoland, effectivement. Et donc là, je veux dire, ce serait sympathique parce que c'est aussi un univers qui est très spécifique, qui a aussi une histoire et que Ouais, bien sûr. Ouais. voilà, et qui amuse les grands et les petits, quoi. Oui, enfin, moi j'ai rien contre. Il y a un côté consumériste qui est un peu, voilà, hein, qui peut être. Voilà, on essaie quand même de vendre. Tout ça doit être très très cher. Hein. Il faut être très très clair. Ça doit coûter bonbon, la moindre casquette, etc. C'est toujours ça un petit peu qui est gênant. En même temps, c'est le business. C'est l'idée de base. Hein. L'accès au parc est annoncé à 70 dollars américains, donc ça fait, on va dire 60 Ouais, euros. ouais. C'est encore raisonnable quand on voit Oui, oui, que mais tu t'en certains sors autres pas. parcs demandent. Demande à Sébastien s'il y va avec ses filles, il s'en sort pas aussi Ça, facilement c'est que ça. clair que si on va passer un week-end à l'hôtel dans le parc, Puis il c'est faudra, un il autre faudra, budget. il faudra la casquette de Mario, il faudra le t-shirt, il faudra voilà la fameuse pizza machin. Enfin, c'est tous ces machins-là en fait qui coûtent hein, dans ces parcs. On le sait tous, c'est ça le principe. Hein, une fois que t'es Et captif, ça... Oui, mais attends, ça fait 1 an et demi presque qu'on ne dépense plus un bal en c'est loisir. pas faux. Là, honnêtement, il me dit même que c'est 80 ou 90 euros. Ouais, Même j'y vais, hein, parce que franchement, oui, à la casquette. Hein. Et oui, alors, je mais savais sur Twitch qu'on a plein de il y a le mecs de prix de Ghostly. le coût du voyage Et aussi puis en le même temps. transport, oui, mais ça, Donc voilà. c'est Donc sûr. Et apparemment, les parcs d'attractions, c'est apprécié. On a plein de gens sur Twitch qui sont sur Ghostly. Si vous voyez un Lego qu'on pose sur Ghostly pour commencer le parc, dites-le nous. ah, à Gosselies, près de Charleroi, en Belgique, je le tiens à signaler pour nos auditeurs, nombreux auditeurs français, québécois et suisses. Voilà. Donc ils viendront peut-être en Belgique pour visiter le parc Legoland. Allez, et Voilà. mangez des gaufres au sucre. Et manger des gaufres au sucre, effectivement. Bon, allez, on passe à la suite. Et dans la suite, on va... Je démarre au quart de tour, moi. Dans la suite, on va encore parler d'NVIDIA. Alors, ces fameux minages de bits... Non, ça n'a rien à voir. Sébastien, NVIDIA, c'est un autre produit important chez NVIDIA, c'est cette puce Tegra qui équipe la NVIDIA TV, la fameuse box TV, la Shield, j'ai pas dit, oui, la Shield, j'aurais dû préciser, cette fameuse Shield TV qui est voilà, qui est reconnue pour être une box de très bonne qualité, qui permet de jouer, qui permet de regarder des vidéos en 4K, etc., etc. Voilà, et que tu possèdes et que tu aimes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup et on est beaucoup à la posséder. Et ça n'équipe pas que la Shield, ça équipe aussi une console pour faire une superbe transition qui est la Nintendo Switch. Ah oui. Donc effectivement, il y a un marché qui est important pour tous ces modèles, parce qu'il n'y en a pas qu'un sur la famille des Tegra. Donc effectivement, il y a un vent de panique au sein de la communauté Shield, parce que voilà, c'est la box Android par excellence. Il y en a plein qui ont essayé d'en faire. Il n'y en a aucune qui a eu la puissance et la communauté qui s'est faite comme celle de la Shield. Même si les derniers modèles ont déjà quelques années, mais c'est toujours les box qui sont les plus performantes aujourd'hui sur le marché. Et donc Nvidia s'est vendu des millions d'exemplaires. Mais ici, apparemment, le processeur est en fin de vie, ils vont l'arrêter, le Ouais. GPU, enfin le chipset. Et donc, on a deux choix, et j'ai pas la réponse. Soit c'est fini pour la Shield, donc ce serait quand même une assez mauvaise Oui. nouvelle.
soit on en a une nouvelle avec un nouveau chip de chez Nvidia, et là ce serait une excellente nouvelle. Alors on me fait signe, mais alors je n'ai pas pu le vérifier qu'il y ait aussi une Tegra sur la Tesla. Donc effectivement, s'il n'y a plus de Tesla, c'est dommage non plus. Hein, voilà, et puis fini. On va mettre autre chose. Elon Musk, Elon, si tu nous écoutes, faut faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais ceci dit, Tegra, je pense que c'est une architecture. Effectivement, il y a des modèles différents. Ici, on parle de Tegra X1, si je dis pas de bêtises, ou X1+, qui équipe donc les consoles, parce que c'est aussi une console de jeu, hein, la Shield, il faut le préciser aussi. C'est pas juste une Android TV, parce que des Android TV à 50 €, il y en a qui fonctionnent plutôt pas mal. Chez la Mi Box, par exemple, Xiaomi, ça fonctionne bien. Mais ici, ça a de la puissance de calcul. On peut jouer, on peut jouer à des jeux sous Android. Ouais. Tu peux jouer et jouer avec les trucs Nvidia. Donc tu as effectivement un service à eux, et ils se basent sur la Shield majoritairement pour. Donc s'ils le coupent, ils ont une problématique. Ouais. Tu voulais dire un truc, David? Oui, il y a quelque chose d'exceptionnel quand même sur la Shield, c'est l'upscaling en intelligence artificielle. Donc, si on joue une vidéo en très basse résolution, il y a un upscaling qui se fait avec une reconstitution des détails en intelligence artificielle, et le résultat est quand même assez convaincant. Il me semble qu'on avait parlé de ça. La seule box que je connais qui est ça. On avait parlé de ça, Sébastien, il y a quelques années, justement, quand la box était sortie, de cette possibilité en tout cas, d'être moins choqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pique les yeux, hein. Tu mets de la SD à côté de la HD, et je vous parle même pas de la 4K, ça se voit tout de suite. Je veux dire, voilà. Et là, ils sont arrivés à faire un truc qui fait en sorte que ça rajoute du détail, quelque part, là où il y en avait pas, où il était estompé, pour donner l'illusion de quelque chose qui est moins moche, pas d'autres mots, que la bête SD d'il y a 10 ans, quoi. Oui, ils sont assis sur une mine d'or. C'est plus qu'une illusion, et quand on regarde les derniers progrès qui ont été faits justement sur les cartes graphiques RTX série 3000 de Nvidia, pour les jeux vidéo, ils ont un upscaling qui est fantastique en intelligence artificielle, qui permet même de reconstituer des détails où la vidéo oui, c'est ça, qui n'existait pas. Avec l'intelligence artificielle, ça sait deviner des détails et les recréer. Et dans certains cas de figure, j'ai vu certains tests où en fait l'image qui est reconstituée et upscalée en intelligence artificielle semble être de meilleure qualité que l'original en 4K non upscalé. Oui, donc c'est assez incroyable. Disons que c'est séduisant, quoi. Donc si c'est flatteur à l'œil, forcément on a l'impression que c'est mieux, alors que c'est juste différent, en fait. Ils font pas mal de progrès aussi au niveau du son, hein, justement, pour ceux qui font des enregistrements de podcasts, etc., de suppression de bruit de fond, par exemple. Et il y avait une démonstration comme ça avec, alors je sais pas si c'est le processeur Tegra ou autre, mais en tout cas c'était Nvidia qui faisait cette démonstration où il y avait un gars qui enregistrait un podcast avec à côté quelqu'un qui enfonçait un clou. On n'entendait pas le marteau et le clou. C'était juste bluffant, quoi. C'est assez particulier. J'attends ça avec impatience dans ce studio pour éliminer certains bruits de fond. Par exemple, non, je vais rien dire. Je vais encore dire que je critique, mais voilà. Non, mais c'est bon. Les ventilateurs ? Oui, tous les ventilateurs et tous ces trucs, c'est son parasite qu'on peut avoir de temps en temps, mais c'est pas grave, hein. Ça va, on est dans un univers technologique, donc on comprend pourquoi il y a des ventilateurs. Est-ce qu'on a fait le tour du problème Tegra ou voilà, oui, hein, on va attendre. Là, c'est à suivre, forcément. Oui. La lettre O, comme OVH, où ça n'en finit pas j'allais dire de brûler, mais les problèmes s'enchaînent, David, pour Octave Klaba et ses équipes. C'est la série noire qui continue avec un incendie de plus cette semaine. Oui, donc j'imagine que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière. On en a parlé, oui. La migration dans le cloud, oui. Oui, c'est ça, c'est cette espèce de voilà. Donc voilà, et ils avaient prévu originellement de relancer fin de semaine dernière. Donc non, c'est en fait il y a une dizaine de jours, je pense que ça a brûlé, ou 2 semaines. Mais bon, ils avaient prévu de remettre en route 2 des data centers pour le 19 mars et le reste ensuite.
Et en fait, cette semaine-ci, ils ont eu de nouveau un souci. Ils ont eu de la fumée dans le data center SBG1. Ils ont dû appeler les pompiers. Et en fait, c'est un local à batterie où il y avait un début de feu qui prenait de nouveau. Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts mis à part aux batteries, et ils ont dit que tout était sous contrôle, mais le lendemain, il a été annoncé qu'en fait, le data center SBG1 sera fermé définitivement, ne sera jamais redémarré, donc jamais. Et tous les serveurs de ce data center doivent être migrés vers le SBG4 ou vers Gravelines ou vers Roubaix. Avant, ils passent quand même d'abord par leur usine de configuration, enfin de fabrication pour les nettoyer, parce que j'ai vu partager une photo. Effectivement, c'est bien dégueulasse. Hein. Je veux dire, la fumée, ça fait des dégâts, quelque chose de monstrueux sur les cartes mères. Et ils montraient une carte mère avant et après nettoyage, c'est assez flagrant. Oui. Oui, la fumée et l'eau. Ouais, aussi, oui. Ouais. Donc voilà, donc la saga n'est pas finie. Ils ont 2 data centers de perdus. Celui qui a brûlé, celui-là qui pensait remettre en route, qui ne sera jamais réouvert. Et bon voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a un de nos éditeurs sur Twitter qui nous a envoyé un petit message, enfin qui m'a envoyé un petit message, Xark, pour ne pas le nommer, qui nous partageait quelque chose que j'avais vu par ailleurs, enfin je l'avais aperçu mais je l'avais pas regardé, la 3e vidéo d'Octave Klaba. Ils se font de vidéos maintenant face caméra pour expliquer les soucis, et ici une démarche assez intéressante, c'est que OVH va open sourcer sa technologie de water cooling pour participer à l'amélioration des standards. C'est une information intéressante. C'est assez intéressant ce que dit Octave dans sa vidéo. C'est quelqu'un qui met pas 12 mots là où 5 suffisent. Il est assez catégorique, assez droit et assez clair dans ses explications. Mais Sébastien voulait en rajouter une petite louchette. Oui, pas directement sur le nouvel incident. Sur la base, j'ai regardé un peu, évidemment, comme tout le monde, ce qui s'est passé. Je voudrais juste souligner, effectivement, parce que voilà, tout le monde fait des erreurs et il y a toujours... rien n'est idéal, même si effectivement ici il faudra comprendre le pourquoi du comment, même s'il y a déjà pas mal de pistes. Mais je voulais souligner quand même la transparence du gars et son accessibilité pendant tout le truc, et sa réactivité, parce que alors effectivement il y a des choses à critiquer, mais pour qu'on puisse les critiquer, il faut qu'il ait tout exposé. Et il expose dans tous les détails. T'avais des pages pour savoir serveur par serveur, rack par rack, ce qu'ils sont en train de rallumer, alors que les mecs ils sont en train de paniquer derrière pour pouvoir récupérer les data centers qui ont brûlé. Et en même temps, ils arrivent à te mettre des infrastructures comme ça en place pour pouvoir suivre en temps réel quasi ce qui se passe, la communication. Je trouve que, alors en dehors du technicien, parce que ce mec a quand même une certaine intelligence pour faire ce qu'il a fait, parce que voilà, il a quand même créé un des plus gros hébergeurs en Europe, avec ses qualités et ses défauts, j'en conviens. En même temps, il est accessible et il a une très bonne communication, ce qui est en temps de crise. Donc, c'est un homme de crise. Donc, voilà, je trouve que c'est un exemple pour pas mal d'autres boîtes qui pourraient se retrouver dans des problèmes majeurs, parce que ça arrive à tout le monde, des problèmes un jour dans sa carrière ou dans sa boîte. Et voilà, je trouve qu'il avait les couilles de tout mettre sur la table. C'est pour ça que j'ai bien apprécié, en tout cas moi j'avais vu en entier sa toute première vidéo où il expliquait tout par le détail, en expliquant bien, en disant on pense que, on ne sait pas, il doit y avoir une enquête, etc. Mais par le détail, par le menu, en rendant hommage à ses équipes. En même temps, c'était assez intelligent la manière dont il le faisait, parce que c'était pas pathétique, c'était juste, voilà, il y a machin qui a fait ça, il y a un truc qui fait ça, merci à eux, machin, etc. Encourageant pour les équipes, encourageant pour les clients aussi, j'imagine, quelque part. Un bon leader. Voilà, on comprend pourquoi il était à la tête de cette boîte, et voilà. Après, oui, effectivement, on peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur les produits, etc. Ça, c'est autre chose. C'est pas l'heure de discuter de ça, mais voilà. Il faut s'imaginer aussi que la première vidéo qu'il a faite, il l'a tournée après probablement avoir passé 36 heures sans dormir. Oui, c'était effectivement moins de 2 jours après l'incident, et
effectivement, il avait l'air vraiment bien crevé, mais il a pris le temps d'expliquer les choses avec ses mots. Il a un vocabulaire un peu particulier, mais il était calme et c'était assez agréable à écouter. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un compte peut-être, si vous êtes sur Twitter, je vous le dis en passant, c'est un compte peut-être à suivre pour l'instant, parce que vous allez être bluffé sans doute. Vous avez peut-être pas souvent entendu quelqu'un de son envergure, on va dire, parler comme ça à ses clients, à ses actionnaires, à tout le monde, à ses équipes. C'est assez intéressant à suivre, effectivement. Une conclusion, l'un ou l'autre ? Non ? Oui ? Non ? Non, il n'y a pas de conclusion. Rameur, ramé. Quelqu'un voulait que je chante un jour sur Twitch, sur le chat, donc je me permets de chanter une petite chanson. C'est Alain Souchon, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Avec cette rame-là, à mon avis, ça va avancer. C'est Samsung qui propose de nouvelles barrettes, Sébastien. Oui, elle est bonne, la barrette, elle est bonne. Et celle-là, je l'attends avec impatience parce que, déjà, c'est de la DDR5, c'est top. On va revenir sur les perfs. Il n'y a pas des milliards de trucs à dire, mais donc Samsung l'a annoncé. Sauf le prix, ils l'ont pas annoncé. Mais ils vont sortir des modules de 512 gigas. Donc c'est pas juste... t'as pas plusieurs barrettes, tu as une barrette, tu vas en avoir une de 512 gigas. Alors, n'espérez pas ça dans votre PC demain, ce sera pour du serveur, très probablement pour commencer. Mais 512 gigas, c'est quand même assez gigantesque. Il y a des serveurs aujourd'hui qui font du 1, 2, 4 Tera éventuellement. Mais pour arriver à ça, tu as 16 ou 32 barrettes qui sont alignées. On en a au boulot, voilà, tu as 16 barrettes. C'est chiant, hein. Ta carte mère, elle est à moitié remplie par des barrettes de RAM. Ouais. Donc, si tu peux en mettre... de toute façon... Si tu en as eu de 512, tu vas certainement de nouveau reprendre des 16 barrettes et en mettre 16 de 512 parce que tu t'y crois. mais n'empêche, ça veut dire qu'on pourra aussi avoir ça dans des machines, d'ici quelques années, des machines desktop, où avec une seule barrette, tu peux avoir autant que ce que tu mets aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, sur ton disque dur. Donc, si tu pouvais effectivement avoir tout en mémoire... Oui, tu charges tout en mémoire. C'est vrai, quoi. Ouais. Donc, après, au niveau des performances, c'est aussi, c'est assez hallucinant. Sur un module, on peut aller jusqu'à du 57 gigas secondes. Il dit sur des configurations, on pourrait monter jusqu'à du 460 gigas secondes. C'est quand même assez... tu vois... alors, c'est pas demain. C'est probablement un petit peu plus tard, mais ce qui est drôle sur le nombre, c'est qu'un grand informaticien a dit un jour, un grand leader, qui a besoin de plus que de 640K de mémoire. Entre les 640K et les 512. Oui, Bill Gates. C'est oui. Et maintenant, on est à 512 gigas, quoi. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Enfin, en même temps, les applications, on en demande toujours plus. Donc, c'est toujours une course, hein, de toute façon. Je veux dire, c'est... effectivement, pour faire tourner les applications de l'époque où on n'avait pas besoin de plus de 512K, c'est un peu overkill. Faut le reconnaître. Alors, juste pour la petite histoire, petite anecdote, derrière la techno, il n'y a pas que du Samsung, il y a aussi de l'Intel. Donc, ça fera très probablement plaisir à Intel avec son nouveau CEO qui se dépatouille un peu depuis quelques semaines pour essayer de faire des annonces et de faire un peu de chiffres et pour faire plaisir à tous les techs derrière. Voilà, il y a de l'Intel et c'est plus des mémoires à base de silicium, c'est du hafnium maintenant. C'est du hafnium. Je ne sais pas ce qu'est le hafnium, mais apparemment c'est bien. Est-ce que tu peux tuer Superman avec ou pas ? Non, peut-être que David connaît, parce qu'il connaît tous les métaux. Oui, c'est ça, il connaît plein de choses. C'est notre spécialiste en matériaux. Pour Superman, non, c'est la kryptonite. Oui, ça c'est la kryptonite. Oui. Hafnium, tu as entendu, David ? Non. Oui, j'ai déjà entendu, Voilà. C'est un élément chimique. C'est noir, ça colle, c'est pas bon. C'est le numéro 72. J'en ai jamais eu dans les mains. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc ça reste encore assez confidentiel, on l'imagine, et sans doute un peu coûteux aussi par la même occasion. Donc voilà. On ira voir dans le tableau périodique. C'est le 72.
tableau D'accord. périodique. Il y a des photos intéressantes sur Wikipédia, mais Voilà. Sans plus. Bon, Voilà, on quoi. passe à la suite alors, du coup, on a fini avec la RAM. Elle est traitée comme Tesla, David. Après avoir raflé toutes les RTX 3060, on a miné plein de bitcoins. On va pouvoir acheter une Tesla avec les bitcoins qu'on a achetés. Tesla avec le fameux processeur Tegra. Donc c'est une information qui renoue avec toutes les autres en fait. Du coup, donc Sauf le trou noir. sauf le trou noir. Quoique. Non. challenge. Challenge. Elon Musk. Oh, elle va vers Mars. Elle va vers Mars. Oui, c'est ça. Elon Musk a annoncé qu'on pourrait maintenant acquérir une Tesla directement en Bitcoin, c'est ça. Voilà, donc Tesla a investi il n'y a pas si longtemps que ça 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Mhm. Et Elon Musk avait promis qu'on pourrait acheter sa voiture avec du Bitcoin. Et c'est aujourd'hui une réalité, du moins pour les États-Unis et le reste du monde plus tard dans l'année. D'après Elon Musk, tous ces bitcoins qui seront engrangés sur la vente des Tesla ne seront pas convertis en dollars et ils vont les garder en bitcoin. Ah oui. Ok. Donc, si on va avec un VPN sur le site américain, on peut voir qu'on peut déjà payer le frais de réservation de $100 US en Bitcoin et que le prix d'une modèle S long range est de 1,42 Bitcoin, le modèle Plaid est à 2,04 Bitcoin. Seulement, les prix pourraient vachement fluctuer parce que le Bitcoin, d'un jour à l'autre, c'est plus 10, moins 10%. C'est ça va être compliqué à un moment donné quand on passe commande, il va falloir noter l'heure précise de la commande pour savoir à combien on va être facturé quelque part. C'est voilà, mais c'est en même temps c'est de la com, hein, une fois de plus. À la Elon Musk, c'est malin. Il reste fort le mec. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux ? Moi je trouve ça plutôt malin, alors qu'il se fait quand même attaquer de tous les côtés, hein. Il faut être clair aussi. Leur nouveau président l'a un petit peu aiguillonné en lui disant il faudrait peut-être que vous intéressiez à ce qui se passe sur Terre plutôt que de vouloir aller dans les étoiles. Voilà, c'est le genre de truc de la part de ton président de les États-Unis, le nouveau. C'est pas un genre de truc très agréable à entendre, quoi, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est un homme d'affaires. Oui, et puis c'est un visionnaire. Je veux dire, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut plus de gens comme lui, a priori, pour te faire rêver. Il y a ça. C'est grâce surtout. à ça que tu vas innover, que tu vas faire plein de trucs. Ouais. Si t'as pas un mec qui rêve devant et qui te dit je vais aller sur Mars, pourquoi t'emmerder à construire des fusées ? Ouais. Donc non, des doux rêveurs comme lui, c'est utile pour l'industrie. Pour l'industrie, pour la bonne ambiance générale aussi. Ouais. Bon, il y aura toujours des critiques sur l'aspect la pollution, enfin tous ces machins-là, et on peut les entendre aussi. Humainement, voilà. apparemment, c'est un leader assez dur, compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il peut faire rêver, mais tout en se disant aussi que c'est pas nécessairement un brave type. Peut-être pas. C'est ça. Peut-être que oui. Pas forcément. Peut-être que non. On ne sait pas forcément. Voilà, exactement. Ok. Bon, c'était une petite info en passant comme ça. Donc, si vous avez quelques économies en Bitcoin et que vous voulez une nouvelle bagnole, pourquoi pas, hein, finalement. Mais choisissez bien votre. T'imagines qu'il y a un mec, il a payé sa pizza combien de Bitcoin encore à l'époque ? Et maintenant, il peut avoir une Tesla pour 1,4 quand tu as. Il doit pleurer, lui. Il doit pleurer. C'est assez surprenant, mais je pense qu'il y en a une qui était vendue d'occasion, j'avais vu ça dans l'article, mais je ne retombe pas. Une pizza ? Non, c'était une voiture d'occasion, une vieille Tesla qui a été revendue en Bitcoin, et le mec il a fait une plus-value monstrueuse dessus. Oui, l'équivalent de 5 millions de dollars. Ouais, un truc comme ça, oui. Donc voilà, c'était l'ancêtre, je mets des guillemets, ancêtre la plus chère qui existe. Tout ça est très artificiel évidemment, hein, et on peut se poser plein de questions, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait partie des choses de la vie. On va pas s'en cacher non plus, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute à ça ? Pas grand-chose à mon avis. Hein, je pense qu'on a terminé cet épisode. Non, il y aura pas de oui mais non cette semaine. Voilà, c'est comme ça. C'était le premier topic. On l'a eu. Voilà, quelque part on l'a eu au début.
Voilà, mais n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, de préférence sur YouTube ou sur toute plateforme de podcast que vous utilisez, les étoiles, si c'est des étoiles, faites ce que vous voulez, mais gratifiez-nous de quelques étoiles, de quelques pouces vers le haut, ou abonnez-vous, tout simplement. Vous êtes les bienvenus aussi dans les commentaires. Ça, vous vous en êtes rendu compte. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct sur Twitch. Ils étaient relativement nombreux. Quelqu'un qui était très bavard. J'ai vu que c'était souvent le même qui commentait, mais j'ai pas pu beaucoup suivre, désolé. C'est Bobard. Bobard. Voilà, 2019. Oui. Voilà. 250 millions d'euros la pizza, il dit. C'était 10 000 bitcoins. Voilà. D'accord. Avec ou sans anchois? C'est important. C'était l'option, ça. Ça fait, c'est cher les anchois, du coup. Donc voilà. Merci beaucoup, David, d'avoir une fois de plus participé avec brio à cet épisode. Merci également à Sébastien. Merci à tous les deux. Passez à tous une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. À bientôt. Salut.